Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir pour cette troisième journée des avocats prennent la défense. On a la chance d'avoir des avocats qui sont très engagés dans le barreau des Hauts-de-Seine, qui est le premier barreau d'affaires de France, et où sont les plus grands cabinets. Et c'est vrai que la question du handicap est du coup une question naturelle pour ces grands cabinets. Et on a une deuxième chose, c'est qu'on a aussi les grandes directions juridiques des groupes français qui sont installés à la Défense. Et donc, c'est tout naturellement que le barreau des Hauts-de-Seine, la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine, la Chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-Seine et la BREL ont accepté de nous inviter, droit comme un H et ses amis, à parler de handicap et des opportunités qui étaient offertes par le handicap en termes d'épanouissement pour les entreprises et de challenge de management. Et donc, on va avoir le plaisir, pendant 1 heure, d'échanger sur ces problématiques. On va un petit peu parler de droit quand même à un moment donné, parce qu'on a des avocats. On a avec nous Alexia Rigaud, qui est donc avocate au barreau des Hauts-de-Seine. Bonjour. Et qui nous fait le plaisir de nous faire une petite introduction technique pour nous rappeler 2-3 éléments de sanctions potentielles. Mais au-delà de la sanction potentielle, il y a beaucoup de bonheur. Et pour parler du bonheur, on a la chance d'avoir une experte du marché du travail, du marché du recrutement, à la fois des avocats et des juristes, qui est Marie Hombroek. Bonjour Marie, merci pour votre temps, qui a fondé Atorus Exécutif. Et puis on a deux garçons très importants, qui en plus représentent les 2 grandes associations de directeurs juridiques qui existent en France. On a en nombre l'AFJE Aymar de Franqueville, qui est aussi directeur juridique France et Benelux. Vous avez peur, Aymar? Pas du tout. Du groupe ADECO. C'est parfait. On peut même dire bonjour. On peut même dire bonjour. Je dis bonjour à tous. Bonjour Aymar. Et puis Mathieu Coulot, qui est directeur des affaires juridiques, directeur des affaires juridiques, pardon, du groupe Microsoft en France et qui, lui, représente le cercle Montesquieu. Absolument. Bonjour Stéphane, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Alors, un petit galop pour commencer. On a 60 minutes à passer ensemble. Ça va être certainement trop court. J'essaierai d'être le moins bavard possible. Mais Alexia, quel est l'état des lieux? On a beaucoup parlé de changements législatifs importants au 1er janvier de cette année. Les entreprises, comme les cabinets, quand on discute avec eux, ne sont pas forcément au courant de tout ça. Oui. Est-ce que vous acceptez de nous donner quelques minutes pour arriver à savoir où on en est juridiquement et fiscalement? Oui, alors je vais essayer de ne pas vous perdre en chemin. Donc déjà, pour que vous ayez un aperçu, en fait, le handicap touche 12 millions de personnes en France et seuls 2,7 millions de personnes ont la qualité de travailleurs handicapés. Donc au niveau de l'évolution de la législation, la première loi justement qui est venue imposer en quelque sorte aux entreprises d'employer des personnes en situation de handicap est une loi de 1987. Donc du 10 juillet 1987. Donc c'est la première loi justement qui a imposé aux entreprises du secteur public et du secteur privé, qui avaient justement 20 salariés et plus, d'embaucher un minimum de 6% de travailleurs handicapés au sein de leur entreprise et à défaut de justement faire une contribution auprès de la GFIP. Ensuite, c'est une loi de 2005 qui est la loi qu'on nomme Égalité des droits et des chances, qui justement est venue renforcer ce dispositif et qui a notamment augmenté la contribution en fait, faite à la GFIP et qui a étendu cette obligation aux entreprises du secteur public. Parce qu'auparavant, seules les entreprises du secteur privé devaient faire une contribution auprès de la GFIP. Et c'est enfin récemment, le 5 septembre 2018 plus précisément, que la dernière loi est entrée, est entrée en vigueur donc, le 1er janvier 2020. 2002, c'est un peu ancien. Donc cette loi, elle a renforcé encore une fois le dispositif. Donc, notamment, ce qui a changé, c'est que donc les entreprises doivent faire une déclaration qui s'appelle la DOETH. Donc c'est la déclaration d'obligation... d'emploi travailleurs. Merci. Et en fait, cette obligation de déclaration incombait auparavant essentiellement aux entreprises justement qui avaient 20 salariés ou plus. Et désormais, cette obligation incombe à toutes les entreprises. Donc, c'est-à-dire que cette obligation de déclaration doit être faite par l'ensemble des entreprises, bien que seules les entreprises ayant 20 salariés et plus soient tenues d'employer 6% de personnes en situation de handicap, enfin, ou du moins reconnues comme travailleurs handicapés. Donc ça, c'est la première nouveauté.
La seconde qui intéresse davantage, je pense, les entreprises concernées, c'est que le taux de 6% de travailleurs handicapés est voué à évoluer. Donc, il est amené à évoluer tous les 5 ans désormais. Donc, c'est une clause de revoyure dans le texte. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que le taux de 6% est encore actuel jusqu'en 2025. Et en 2025, il sera amené à évoluer. Oui, sachant que le législateur a dit en 2025, en fonction de l'évolution des populations, et quand on voit le vieillissement et les accidents de la vie, c'est vrai que ça ne peut a priori qu'augmenter. C'est ça. Et ensuite, je vais essayer de vous parler un peu du calcul de la contribution, qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, pour que vous vous rendiez compte en fait de ce que représente cette contribution qui est faite à la GFIP. Alors, à la GFIP, mais maintenant collectée par l'URSSAF. Par l'URSSAF, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir discuter avec l'URSSAF, ce que tout chef d'entreprise adore faire dans une vie, et dont on connaît l'efficacité. Donc, c'est vrai que le calcul est un petit peu compliqué, mais on va donner quelques chiffres pour aider nos amis à prendre conscience de l'importance de la chose. C'est ça. Donc, en fait, le montant, il est égal au nombre de bénéficiaires manquants par rapport aux 6% de travailleurs handicapés. Et, en fait, vous pouvez, déduction faite, en fait, le cas échéant, du coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur pour le maintien en fait, de l'emploi des personnes bénéficiant justement de cette obligation. Et vous multipliez à ça le coefficient éventuellement de minoration au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Et enfin, vous le multipliez par le montant de SMIC fixé par décret qui est de 10,15 €, c'est-à-dire 1539,42 € mensuels pour 35 heures hebdomadaires. Donc en fait, concrètement, ça veut dire que c'est 400 fois le SMIC horaire brut pour les entreprises de 20 à 250 salariés, 500 fois le SMIC horaire brut pour les entreprises de 250 à 500 salariés et 600 fois le SMIC horaire brut pour les entreprises d'au moins 750 salariés. Et 1500 si vous ne faites rien, c'est parce ça. Que ça, on pourrait dire, on ne va pas se faire ça. prendre, mais il y a une sanction qui est assez Exactement. importante. Ouais. Encore un petit mot sur le dispositif, il y a des éléments de déductibilité. Alors c'est ça, donc ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à cette contribution, il y a quelques dépenses qui peuvent être déduites. Et notamment, vous pouvez déduire 30%, en fait, ce qui n'est pas négligeable, 30% du prix hors taxe des contrats de sous-traitance, fourniture ou prestation de services avec des entreprises justement adaptées ou encore avec un travailleur indépendant handicapé. Comme un avocat. Comme un avocat, exactement. Où vous pouvez encore déduire notamment les dépenses, 10% des dépenses liées à l'aménagement des locaux, justement dans le cadre pour permettre aux travailleurs handicapés de travailler dans de meilleures conditions, et également 10% des dépenses liées au maintien des postes pour justement les travailleurs handicapés ou pour leur reconversion. Merci beaucoup, je parle sous votre contrôle, mais finalement, quand on regarde la tendance du législateur depuis les années 80, on a un dispositif qui se resserre, et on a, y compris pour les sociétés de moins de 20 salariés, une identification de l'information, ce qui fait qu'en général, l'État en sait faire bon usage. Un petit rappel par rapport à cette règle des 6%, la moyenne dans les entreprises en France est à 1,6%, et ceux qui excellent comme La Poste ou Orange sont à 6 ou 7%, mais avec des structures de postes qui sont assez spécifiques. Alors, vous nous avez fait un brush-up du juridique et du fiscal qui peut peut-être faire mal, mais ce que l'on va partager, on reviendra avec vous, avec votre exemple chez EY Société d'Avocats, ce sont tous les espoirs, et notamment en termes de management, en termes d'opportunités. Et là, c'est le chasseur de tête qui sait le mieux nous en parler. Et on va commencer avec vous. Marie, quelle est votre vision, en fait? Est-ce que vous avez souvent ce type de demande? Qu'est-ce que ça peut apporter pour l'entreprise? Et ensuite, on aura les témoignages d'Emar et de Mathieu qui, eux, vont montrer de manière opérationnelle comment ça se passe chez eux. Merci beaucoup Stéphane pour l'invitation et merci pour l'organisation de cette journée. Juste avant, dans la lignée de ce que vient de dire Alexia, je voudrais partager un chiffre avec vous. Quand j'ai préparé cette intervention, je suis tombée sur un chiffre qui a retenu mon attention. Ce chiffre, c'est 1. 1%. Quand vous êtes une femme, que vous êtes cadre, vous avez 1% d'être employé. C'est-à-dire que vous avez 99% d'être au chômage. Alors aujourd'hui, pour raison de Covid, on n'a pas 100 personnes dans la salle, mais si on avait 100 personnes dans la salle, madame, vous seriez la seule personne à être employée. Tout le reste, au chômage. C'est quand même un chiffre qui fait froid dans le dos.
Alors c'est un chiffre qui est fort. Maintenant, je vais vous donner ma position, ma posture de recruteur. Il y a un point qui est important, c'est que moi, je suis un recruteur avec une spécificité, c'est que je suis arrivée il y a 10 ans sur le marché du recrutement avec cette idée de lutter contre la discrimination par rapport à l'âge. Donc moi, j'ai commencé mon métier de recruteur sur aider des directeurs juridiques de plus de 50 ans à retrouver un emploi. Ou Et on vous en remercie tous les jours. Il fallait prendre ça comme ça. Donc en fait, j'ai construit mon chemin de recrutement, de cabinet de recrutement, sur cette idée de lutte contre la discrimination. Je suis dans toutes les associations, charte diversité, tout ce qui peut arriver sur le marché, c'est un truc qui m'intéresse. J'ai fait plus de 5000 entretiens d'embauche dans ma vie, donc j'en ai fait pas mal, j'ai fait plus de 500 recrutements. Et en fait, il faut que je partage avec vous une histoire qui m'est arrivée. Un jour, j'ai eu un entretien avec un candidat. Et bon Dieu, comme j'essaye toujours de faire des entretiens le plus neutre et le plus calé sur la partie professionnelle, etc., et sur les soft skills. Et je suis arrivée dans cet entretien où le candidat en face de moi avait un handicap physique lourd qui me bloquait. Et je vous dis ça, c'était il y a quelques mois de cela, et ça m'a perturbée, parce que pourtant, je suis quelqu'un qui, normalement, lutte contre les discriminations. Et moi-même, quand je voyais cette personne, je me disais, mais attends, mais je vais l'envoyer où, en fait? Enfin, chez quel client? Comment ça peut se passer? Et c'est vrai que c'est très perturbant, quand vous êtes côté recruteur, de se dire, comment on va faire? Alors évidemment, quand Stéphane a monté l'association Droit comme un H, j'ai vu une opportunité formidable de me dire, génial, on va aider les juristes, on va aider les employeurs aussi on va faire avancer cette cause. Moi, je suis une intime convaincue qu'on peut faire avancer la cause du handicap par petits pas. Si vous me demandez l'état du marché aujourd'hui, effectivement, on a une vraie difficulté qui est des deux côtés. C'est-à-dire que quand vous êtes handicapé, c'est dur de trouver une société qui va vous recruter. Et quand vous êtes côté client, même si vous voulez recruter quelqu'un, il n'y a personne. Ou alors, il n'y a que des non-cadres. Donc, c'est très dur d'avoir des gens qui sont Bac+5. Il y en a, mais ils sont difficilement identifiables. Alors, on les trouve chez Droit comme un H maintenant. Eh bien voilà. Et donc c'est pour ça que je trouve que cette association Droit comme un H a quelque chose qui vient répondre à ce besoin du marché. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant. J'aimerais aussi dire deux choses. C'est un sujet que je découvre, mais il y a deux éléments pour moi qui sont très importants pour moi aujourd'hui. Ça vient des deux côtés. C'est-à-dire qu'on fera avancer les choses, mais des deux côtés. Quand vous êtes côté candidat et que vous avez un handicap, au lieu de mettre la personne mal à l'aise, ce qui a peut-être été le cas ce jour-là, aider la personne qui est en face de vous. La personne qui est en face de vous, légalement, n'a pas le droit de vous poser des questions sur votre handicap. Mais si vous lui donnez certaines informations, si vous dédramatisez la situation, dans ces cas-là, on va transformer quelque chose qui peut être un handicap et qui peut être perçu comme quelque chose de négatif en quelque chose de positif pour l'entreprise. Donc ça, c'est côté candidat. L'autre point qui est important, c'est également côté client. Quand vous êtes un potentiel recruteur, n'hésitez pas, vous pouvez très bien le mettre dans vos annonces, vous pouvez très bien l'indiquer à vos chasseurs de tête que vous êtes favorable à recruter des personnes handicapées. Comme ça aide la personne. Et nous, en tant que recruteur, en tout cas moi, mon job, ça sera de vous aider et vous accompagner à recruter des personnes en situation de handicap. Et enfin, quelle que soit votre situation, de ne pas hésiter à s'impliquer dans des associations. Et je recite bien évidemment Droit comme H, mais il y en a d'autres où justement on favorise l'insertion des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup pour ce point. Peut-être un petit élément, on y reviendra avec Alexia tout à l'heure, mais c'est quelque chose que l'on cache quand on est jeune candidat ou même candidat expérimenté. Très souvent, on va en reparler avec les recruteurs qui sont avec nous, qui sont des recruteurs de groupes étrangers qui sont peut-être plus à l'aise avec le handicap. On va en reparler, mais pourquoi on cache? Alors, il y a deux choses. Avant de cacher, il y a des gens qui ne sont même pas au courant. C'est un truc qu'on a découvert, c'est un truc de... donc déjà, tu pars de là, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont ce handicap, qui peuvent avoir ce statut de handicapé, premier élément. Et deuxième élément, effectivement, il y en a qui le cachent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ne pas du tout être pris même en entretien. Et en fait, c'est un effet contre-productif finalement, parce que la personne qui ne va pas vous embaucher parce que vous êtes handicapé ne vous embauchera pas. Donc, et c'est un truc, il faut être assez à l'aise, parce que si dès le départ, vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de embaucher quelqu'un qui est en situation de handicap, ça ne marchera pas. Donc,
quand on est côté candidat, dire les choses dès le départ. Moi, c'est une chose en tant que recruteur que je dis toujours à mes candidats, c'est que finalement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous êtes la bonne personne, vous serez recruté. Et vous pouvez vous planter autant que vous voulez, vous serez recruté. À l'inverse, vous pouvez vous mettre, mais comme vous voulez, vous torsader comme si c'est pas la bonne personne, ça marchera pas. Donc soyez naturel, parlez de votre handicap, et donc on va passer chez les recruteurs. De votre côté, donc Émar, vous avez en plus une implantation à Lyon, donc vous allez pouvoir nous donner une vision très nationale du marché, et puis celle du groupe ADECO, qui est sur ce segment du travail temporaire, qui a beaucoup lutté pour la promotion du handicap, ce que je ne savais pas avant de préparer cette intervention. Oui, absolument. En tant qu'AFJE, effectivement, en s'occupant de la région Rhône-Alpes, j'ai une vision de ce qui se passe dans les grands groupes, plutôt les grosses boîtes locales. Et ADECO plus précisément, en fait, pour ADECO, c'est quand même dans l'ADN de la boîte, puisque c'est quelque chose qui a commencé bien avant la législation, puisque depuis 86-85, en fait, il y avait déjà quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'est toujours une histoire. On est dans des réseaux. On a un certain nombre, on a plus de 900 agences en France. Et quand votre challenge, c'est de mettre des gens à l'emploi et de leur trouver un job, vous vous rendez compte quand vous baladez dans la rue, que finalement, il y a plein de gens qui sont en situation de handicap et qui sont handicapés. Et donc, les directeurs d'agence se sont dit à l'époque, mais en fait, c'est des gens avec lesquels on vit tous les jours. On les rencontre à la boulangerie, on les rencontre à la boucherie. Mais en fait, on ne fait rien pour eux au niveau du job. Donc, c'est pour ça que très tôt, dans le groupe, il a été considéré qu'il fallait qu'on aide, mais il faut être hyper modeste parce que c'est très lent. On y arrive petit pas par petit pas, et quand on prend les chiffres du groupe, effectivement, dans l'intérim, on arrive à mettre à peu près 2000 personnes par an chez ADECO qui sont en situation de handicap chez les clients, ce qui est quand même pas mal. En interne, chez les permanents, ce qu'on appelle dans notre jargon, on n'est pas au 6%. Donc, finalement, on y arrive plus pour aller promouvoir nos collaborateurs en situation de handicap à l'externe que chez nous. Mais step by step, je dirais que là-dessus, on est très positif. On va y arriver et on y arrive. Et pourquoi ? Je dirais qu'une des clés dans des boîtes commerciales comme la mienne, c'est qu'il ne faut surtout pas séparer la politique sociale du business. Et que si on fait marcher les deux en même temps, ça peut fonctionner, et nous, ça fonctionne. Parce que s'il y a bien un sujet sur lequel, en fait, tout le monde est d'accord, quand vous dites « je fais tout pour l'inclusion d'une personne en situation de handicap », à n'importe qui vous dites ça, tout le monde vous dit c'est évident, moi aussi. OK. Donc là, on est sur un sujet hyper neutre. Donc quand on rentre chez le client, et on s'en sert vis-à-vis de nos commerciaux, si je rentre sur un terrain neutre, qui est celui-ci, en disant au client, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? J'ai mes institutions représentantes du personnel avec qui je discute. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Tout le monde est d'accord. Donc, on rentre là-dedans, et après, on peut avoir des deals plus généraux, et on est rentré par la porte des gens qui sont en situation de handicap. Et on a quand même la législation à l'heure actuelle qui nous aide avec tout ce qui est RSE et autres. Et quand on développe dans nos groupes toute cette politique responsable, sociétale, la loi PAC qui nous fait changer, là, à l'heure actuelle, nos objets sociaux, la raison d'être, le sens, ça nous aide énormément. Et je dirais qu'on est sur un trend qui est positif. On a de plus en plus de jeunes dans nos équipes, et les jeunes ont quand même besoin de beaucoup plus de sens dans le management que peut-être à ma génération au départ. Et c'est un sens à donner à nos vies. Et on a de très bons ambassadeurs dans les jeunes recrues que nous avons. Donc, je suis là-dessus très positif en disant on va y arriver. Je te rejoins, Marie. Dans mon équipe, il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient en situation de handicap. Et on leur a dit mais vas-y, déclare-toi. Ah non, je veux pas. Bon, donc on y va tout doucement, en lui disant après d'un côté, si tu veux, pour nous, c'est quand même. On va être basique et un peu sharp. Financièrement, c'est quand même pas mal si tu te déclares. Enfin, voilà. On va appeler un chat un chat. En plus, ça protège. En plus, tu es protégé. 2, nous, ça nous va bien. 3, tu n'as aucune raison. N'aie pas peur et vas-y. Enfin, le n'aie pas peur. Voilà. Vas-y, pardon. Oui, là, c'est très sharp. Là, je suis désolé. Je vais prendre le n'aie pas peur d'avant. Enfin, voilà. Celui qui l'avait déjà dit initialement. On va prendre le sens initial et biblique du n'aie pas peur. Une essence biblique. Voilà, exactement. Et donc, il y en a qui ne le savent pas. Après, il y en a qui se déclarent mais qui ne veulent pas le dire en entreprise. Donc, on a tout un travail de pédagogie en démystifiant la chose.
puisque, et là, effectivement, les recruteurs, et je suis content d'entendre ça, parce qu'on récupère, enfin, on met des gens à l'emploi, non pas parce qu'ils sont handicapés, on met des gens à l'emploi parce qu'ils sont compétents. Et on regarde la compétence des gens avant de les employer. Et qu'ils soient handicapés ou pas, après, on s'adapte. Voilà. C'est une excellente vue, et c'est vrai que sur le temps que cela prend, c'est comme ça qu'on a créé l'association, parce que ça prenait beaucoup de temps et il ne faut pas être seul quand on a beaucoup de temps et une marche longue. La deuxième chose, la sélectivité des candidats. Oui, on est assez sélectif dans les jeunes que l'on recrute pour l'instant, pour éduquer le marché, parce que c'est important d'avoir d'abord des compétences. Ce n'est pas le handicap qui prime, c'est la compétence des jeunes. Et puis, troisième élément, on y reviendra tout à l'heure sur la richesse que cela peut apporter. Avant de passer à Microsoft, avec qui on avait le plaisir d'être hier soir sur un webinaire sur l'accessibilité avec les amis du Cercle Montesquieu et de la FJE, ce sont nos 48 heures direction juridique, et de partager votre expérience. Je voudrais remercier, parce que dans le replay, vous ne verrez pas la nombreuse foule qui est dans la salle, mais notamment nous avons le bâtonnier élu qui est avec nous et que je tiens à saluer, et puis la présidente et le secrétaire général de la Lysias Nanterre, qui nous accompagne dans le concours Tous en robe, que j'espère vous verrez en physique, qui est un concours de plaidoirie mixte, où vous avez des secrétaires de la conférence qui s'affrontent avec des jeunes en situation de handicap. Mais alors, Microsoft, culturellement, une grande diversité, origine américaine. Est-ce que c'est un plus? Est-ce que par rapport aux autres membres du Cercle Montesquieu, tous directeurs juridiques, vous êtes à l'avant des postes d'emploi? Comment est-ce que vous avez vécu en fait tous ces éléments sur le handicap? Merci Stéphane et bonjour à tout le monde. Je suis d'abord super enthousiaste que la FJE et le Cercle travaillent main dans la main avec Droit comme un H, parce que ce que fait l'association est vraiment remarquable. Je tiens à le souligner. Alors côté Microsoft, nous avons des valeurs qui sont mondiales. Hein. C'est réplicable à la France, mais ce sont des valeurs mondiales groupe. On est un peu en retard par rapport à ADECO, là, pour le coup, parce qu'on a commencé vraiment à travailler sur le sujet il y a 6-7 ans, avec des valeurs vraiment intégrées dans l'entreprise. C'est l'origine protestante de ADECO. Sûrement. Et je pense aussi que les Américains qui sont au point sur le sujet avec les Scandinaves, ils travaillaient, mais pas de manière aussi visible et aussi proactive. Il y avait peut-être d'autres questions en fait qui motivaient plus sur la diversité, on va dire un peu classique. Exactement. C'était une diversité au sens de la neutralité dont on parlait tout à l'heure. Voilà, maintenant, on oriente, on a élargi ce concept. Satya Nadella, qui est arrivé il y a 6-7 ans, est lui-même le papa d'un enfant qui est non-voyant, qui a un handicap moteur. Donc, il a intégré très fortement ces valeurs déjà dans son action. Et quand le top management prend le sujet à bras-le-corps avec le COMEX et que ça redescend dans l'organisation, c'est clair que tout le monde s'y met. Ne nous cachons pas de cela. Et c'est vrai que l'on constate que nos meilleurs ambassadeurs sont des gens qui sont très concernés par le handicap dans leur entourage proche ou dans leur expérience. Et moi, j'en suis un exemple. Mais il connaît la force en fait que procure le handicap, et je pense que c'est ça qu'il nous a transmis comme valeur, en tout cas à moi, parce que moi je ne connaissais pas cette approche du handicap, et ça procure une force. Donc il faut effectivement avoir une vision diverse, il faut avoir une vision inclusive, et puis ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une vision autonome aussi, rendre les gens très autonomes. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans l'équipe juridique et affaires publiques, on est à peu près une dizaine de personnes. On a 3 personnes en situation de handicap invisible, comme 70% des handicaps. Je m'en suis rendu compte progressivement, pas au cours des recrutements, justement, puisque effectivement les gens ne le mentionnent pas forcément, à moins d'avoir un appareil sur l'oreille pour quelqu'un qui entend mal. Et encore, quand on a des cheveux, on le cache très bien. Et on le cache très bien. Donc, franchement, ça a été totalement neutre lors des recrutements. Et est-ce que ça empêche les gens d'avoir du succès dans l'entreprise et dans leur travail? La réponse est non. Ils sont tout à fait successful, comme on dit aux États-Unis. Est-ce qu'on peut même dire qu'ils ont plus de succès sur certains postes? Parce que finalement, quand on regarde les parcours et les expériences, il y a quand même des éléments, moi je vois avec les étudiants, de maturité, de persévérance, qui sont extrêmement impressionnants. Il y a une résilience certaine, hein, ça c'est clair. Moi je trouve une endurance, une résilience qui est évidente. Mais surtout, je pense que le rapport se situe au niveau d'un cercle vertueux qui est de nous apporter un retour d'expérience sur le handicap qu'on intègre nous dans nos produits en fait. C'est l'exemple de Volvo avec la ceinture de sécurité, qui a pensé la ceinture de sécurité pour un homme de 40 ans de taille moyenne, mais aussi une femme enceinte qui doit boucler sa ceinture, mais elle ne peut pas la boucler de la même manière qu'un homme de 40 ans. Et bien là, c'est pareil. Vous avez l'exemple de la manette Xbox
manette adaptative qui a été pensée dans un hackathon interne avec des seniors ou des personnes en situation de handicap et qui finalement est gérée par 2 énormes boutons qui sont tout à fait faciles d'utilisation et avec des périphériques qu'on peut brancher en fonction du handicap que l'on a. Donc ça a été vraiment un super projet. Et puis, moi, je ne peux pas, par exemple, quand je fais des mini-vidéos pour former les commerciaux sur les marchés publics, par exemple, ça doit passer par un filtre aux États-Unis et en Europe pour vérifier que toutes les conditions d'accessibilité sont réunies. La traduction, donc le sous-titrage et les lecteurs immersifs. Donc ça nous prend plus de temps, sauf qu'in fine, la vidéo, elle arrose évidemment tout le monde et qu'elle est inclusive. Voilà 2 exemples dans lesquels le handicap nous apporte quelque chose. Alors, plus de temps, mais pour des dinosaures de ma génération qui ont démarré dans la profession d'avocat avec un dictaphone, en fait, j'ai vu que la technologie qui était développée par Microsoft permettait de retrouver son dictaphone, mais avec beaucoup plus de performance, la ponctuation automatique. Et en fait, c'est intéressant de voir comment le handicap fait progresser le valide, sachant que pour Absolument. Microsoft, c'est 20% de part de marché demain, quand même, les personnes en situation de handicap. Oui, pour parler produits, effectivement, quelques secondes. On a à la fois Windows et Office 365 dans lequel vous avez des produits immersifs, en fait, inclusifs. Vous avez sur Office 365, vous pouvez traduire vos slides vocalement ou par le clavier. Vous avez sur Windows un raccourci clavier qui est Windows A plus H pour avoir tout en vocal. Donc quelqu'un qui ne peut pas taper sur le clavier pourra le faire via la dictée, en fait. On peut taper ses notes sur OneNote ou sur Word à la voix également. Hein, ce sont quelques exemples comme ça, mais vous avez sur Windows aussi un filtre pour les daltoniens. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'on n'en parle jamais des daltoniens. Or, je m'aperçois qu'il y en a dans toutes les assemblées un pourcentage assez conséquent. Bon, ben voilà, vous avez un clic et un filtre qui se met en place. Et puis des outils qui commencent à traiter de la dyslexie, qui semble-t-il est un de nos fléaux pour demain. Microsoft très avancé à la fois sur le produit et en interne. Vous êtes aussi la voix des directeurs juridiques. Le Cercle de Montesquieu vient de nous rejoindre. La FJE nous avait fait l'honneur de nous porter sur les bons fonds baptismaux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, dans les grandes directions juridiques, on est en train de bouger sur cette cause au-delà de l'engagement de votre présidente très volontaire? Mais effectivement, il y a une progression de l'accessibilité. Il y a un partenariat envisagé avec des ONG. Il y a effectivement le partenariat avec la FJE, avec Droit comme H. Il y a le webinaire dont vous avez parlé hier. Il y a la semaine du handicap qui est prévue le 18 novembre. Et il y aura probablement un événement à cette occasion-là. Le 19 novembre, exactement, on présentera les résultats de la première enquête faite avec Atorus, comme par hasard, avec Droit comme H, avec le Cercle Montesquieu et la FJE, où on fait en fait l'équivalent de ce qu'on a fait pour les avocats et que l'on publiera le 2 novembre à l'occasion d'une conférence exceptionnelle organisée par Droit comme H, un webinaire où on recevra, comme on l'avait fait il y a 2 ans, les candidats au bâtonnat de Paris pour s'exprimer sur cette cause-là. Donc on aura cette Exactement. enquête qui donnera un point de départ. Hein. C'est pas donner des bons points ou des mauvais points, c'est faire un état des lieux et voir comment on progresse. La 2e édition pour les avocats montre qu'on progresse un peu. Donc, Mais c'est une progression par petits pas dont vous parliez tout à l'heure, exactement, c'est-à-dire qu'une alliance entre différentes associations, un état des lieux, on a besoin d'avoir des chiffres, hein, ce qu'on appelle des éléments de langage pour aller porter la bonne parole, et on a besoin, à partir de là, de faire progresser les directions juridiques qui maintenant ont pris ça vraiment dans leur mission. Et il y a les éléments légaux dont on parlait tout à l'heure, les contraintes, parce que malheureusement, il faut de la contrainte parfois dans tous les domaines. Et à partir de cet ensemble, de ce faisceau, on doit pouvoir vraiment ouvrir à l'ensemble des juristes et des avocats le métier aux personnes en situation de handicap. merci beaucoup. Alors, l'ouverture du métier, on voit que dans les entreprises, ça avance. Est-ce que chez les avocats, c'est pareil, Alexia? Est-ce qu'on dit tout? Alors, chez les avocats, c'est un peu différent parce que les avocats déjà sont pas tenus par justement les obligations législatives, dans la mesure où les 6% ne s'appliquent pas au cabinet d'avocats. Donc, alors, pas parce qu'ils sont avocats et qu'ils savent contourner la loi, mais oui, parce que vous avez un statut spécifique. c'est ça, parce qu'on est des professions libérales et que donc on n'est pas des salariés. Donc, il y a quelques cabinets d'avocats qui ont des salariés, mais c'est une minorité. Oui, c'est une minorité par rapport au nombre de cabinets d'avocats qu'on peut avoir en France. Donc le sujet est moins abordé au sein des cabinets d'avocats et c'est assez triste dans la mesure où justement c'est comme pour les entreprises et que nous on va, par l'association on essaie justement d'inciter les cabinets d'avocats à s'intéresser un peu plus à ce sujet et à
recruter davantage de personnes en situation de handicap. Et on a surtout une question, enfin un point assez intéressant, c'est justement la question des travailleurs indépendants handicapés. Les TIH, C'est ça, les l'équivalent de TIH. libéraux, ceux qui donnent les C'est 30% ça. dont vous parliez Ceux tout à qui l'heure donnent sur les la facture. 30%. Donc, c'est-à-dire que ce statut, un avocat libéral, justement, en situation de handicap, pourrait être reconnu comme un travailleur indépendant handicapé et donc permettre à une entreprise qui travaille avec cet avocat de bénéficier d'une déduction de 30% quand même du contrat, ce qui n'est pas négligeable. Mais le problème pour le moment, et on essaye justement de voir si on peut faire évoluer les choses, c'est qu'il y aurait éventuellement un problème, c'est que si l'avocat est associé, parce que dans la mesure où vous êtes associé d'un cabinet d'avocats, l'avocat s'efface et en fait devient derrière la structure juridique. C'est ça, derrière la structure juridique. Donc en fait, les factures sont faites au nom du cabinet d'avocats et non de l'avocat en situation de handicap. Et le fait que ce soit le cabinet qui effectue la facture et non le travailleur indépendant handicapé risquerait justement de vous d'empêcher les entreprises de bénéficier de cette déduction des 30% en fait, des dépenses du contrat, liées au contrat. Il y a un deuxième élément, je crois aussi chez les avocats, et je pense que Marie rebondira dessus, c'est souvent l'amalgame qui est fait entre contre-performance et sous-performance et handicap, où on croit en fait que la capacité intellectuelle et physique est diminuée, alors que 94% du handicap est non visible et bien caché au moment du recrutement. Oui. Alors en effet, alors moi personnellement, je souffre d'un handicap invisible. Donc j'ai une acuité visuelle assez basse. Donc c'est vrai que... Stable. Et stable, oui, ça n'évolue pas, c'est de naissance. Et donc moi j'ai eu l'opportunité en fait de commencer ma collaboration il y a 2 ans au sein du cabinet EY d'avocats. Et j'avais fait le choix lors des entretiens d'évoquer mon handicap. Donc sans difficulté, mais en toute honnêteté, c'était la première fois que je l'évoquais. Donc c'est-à-dire que lors de mes entretiens pour ma première collaboration, j'ai évoqué mon handicap. Alors que tout au long de mes études et tout au long de mes différents stages que j'ai pu faire, et j'ai fait énormément de stages, je n'ai jamais... Non mais pour insister sur le fait que je n'ai jamais... De votre CV. Je n'ai jamais évoqué mon handicap auparavant. Pas parce que... pas par honte, mais parce que... déjà, je pense qu'il y avait une part d'ignorance aussi. Ça rejoint encore le même problème, c'est que je savais que mon acuité visuelle était faible, ça c'est aucun doute, mais je ne savais pas en fait ce que ça pouvait m'apporter de l'indiquer. Et je voyais quelque chose plutôt de péjoratif, on va dire. Et je me suis rendu compte en fait lors de mon stage final que en fait il valait mieux l'évoquer et que c'était tout bénéfique, que ce soit pour l'employeur ou le cabinet d'avocat, que pour moi. Et en fait, on s'est rendu compte avec la collaboratrice avec laquelle je travaillais que en fait, elle a bien vu que je voyais très mal. Donc, au bout d'un moment, oui, il y a des exemples où ça s'est beaucoup moins bien passé que le cabinet où vous étiez, où ils ont été très bienveillants et très positifs. C'est ça. Mais bon, donc au final, je pense que c'est quelque chose il vaut mieux l'évoquer. Et ça m'a pas empêché d'intégrer un cabinet d'avocats, et au contraire. Et puis c'est toujours un plus, je pense, même pour le recruteur. Et ça, c'est important de le dire parce que je pense qu'il ne m'aurait pas forcément reçu en entretien s'il n'avait pas vu mon CV. Mais mon CV, c'est de l'expérience que j'ai eue et je l'ai eue dans tous les cas. Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis pas moins performante ou autre que quelqu'un d'autre, sous prétexte que, justement, j'ai besoin d'avoir un écran plus grand ou une adaptation qui reste pour moi assez légère. Voilà, et écran financé par la GFIP. Marie, il y a un élément d'éducation peut-être qui fait qu'on cache le handicap, ou c'est le malaise dont vous parliez tout à l'heure, vous spécialiste des ressources humaines et du recrutement? Alors, je pense que ce que décrit Alexia, si vous me passez un peu le terme, on a l'impression qu'il y a une espèce de coming out du handicap. Genre, hop, j'ai fait mon coming out. Et je pense que c'est pas mal de le faire dès le départ, parce que du coup, en fait, c'est posé sur la table et on peut se concentrer sur ce qui nous intéresse. Quand on est chasseur de tête, je vous le dis franchement, c'est pas ça qu'on va retenir. Nous, en fait, quand un client vient nous voir, il nous donne une fiche de poste, avec des éléments techniques. Moi, il faut que la personne réponde à A, B, C, D comme compétences techniques et des compétences comportementales, ce qu'on appelle les soft skills. Ok. Une fois qu'on a ça en tête, nous, quand on va screener, quand on va aller contacter des candidats, c'est là-dessus qu'on va se concentrer.
Et si, je pense, à un moment, où, dès le début, la personne le met quelque part, ok, c'est noté. Mais quand moi je regarde un CV, même s'il y a marqué cette ligne handicap, et généralement ça arrive en haut ou en bas, mais la dernière ligne du CV, après hobby, hop, je glisse là. Voire dans la lettre de motivation ou élégamment, on Ouais. apprend comment certaines périodes ont permis de renforcer les soft skills. C'est ça. Ce qui est un des trucs que l'on donne chez Droit comme un H quand les gens sont mal à l'aise et n'ont pas envie de faire leur coming out. Exactement, c'est tout à fait une bonne approche de dire voilà, justement, quand on va arriver, quand vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec ce sujet-là, commencez sur la partie technique parce que finalement, il faut être traité ni plus ni moins qu'invalide. Dans sa tête, vous êtes, enfin en tout cas ce que je pense, peut-être que vous me contredirez, mais l'idée c'est que quand vous êtes en situation de handicap, quand vous arrivez dans une équipe, vous êtes comme tout le monde, à la même enseigne. Par contre, vous avez peut-être une force qui est justement dans les soft skills, qui va être comme vous avez eu des difficultés, vous avez peut-être un mindset un peu plus résilient. Vous avez un mental de gagnant à des sujets où vous n'allez pas lâcher le truc. Il y avait quelque chose, un exemple, il y avait une directrice juridique avec qui on avait échangé, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Sarah Leroy, sur les duo days. Lorsqu'on a publié le 19 novembre dernier chez CMS les résultats de la première enquête, le premier observatoire sur le handicap dans la profession d'avocat. Et on avait un très beau panel, dont Sarah Leroy, de la FJE et directeur juridique de Tereos. Exactement. Et donc cette directrice juridique nous avait dit, voilà, moi j'ai fait venir une personne en situation de handicap dans mon équipe. Oui. Et finalement, ce qui a été la chose à laquelle elle ne s'attendait pas, c'est que c'est cette personne-là, par son énergie, par sa détermination, qui a poussé toutes les autres personnes, peut-être pas toutes, mais certaines personnes dans l'équipe qui étaient un petit peu dans une posture je me plains, etc. Comme j'ai participé et j'ai animé la session, on fait toujours quand on place un stagiaire, une session d'une demi-journée d'animation pour familiariser tout le monde. Et j'ai eu la chance de faire celle de Tereos. D'abord, j'avais tous les juristes qui étaient là. Et en fait, on a fait un tour de table. Et au bout d'une heure, je savais que la stagiaire qui est arrivée, qui était exceptionnelle, Clémence, mais en plus, elle allait être bien accueillie. Et en fait, plein de gens ont appris sur le handicap, puisqu'il y avait 3 personnes autour de la table qui étaient concernées. Et en fait, on n'en avait jamais parlé. Et déjà, on n'a plus beaucoup de discussions à la machine à café. Mais là, en plus, on a pu le dire. Et du coup, ça s'est passé, mais remarquablement bien, au-delà de l'implication de Sarah. Et vous avez souvent des services qui sont à l'image de leur patron. Donc voilà, c'est comme ceux que l'on a ici. Vous allez recevoir plein de CV pour aller chez Microsoft et chez Adecco. Ça, on a beaucoup parlé des qualités. Tu avais peut-être autre chose pour compléter? Ta question initiale, c'était parce que j'ai fini. C'était quoi ta question initiale? Non, c'était ce que ça apportait en fait de révéler son handicap. Ça, c'était la posture. Et puis derrière, ce que ça a apporté aux recruteurs. Et après, la question sur laquelle je voulais aller était de dire, mais ça, c'est le point de vue de la personne, et c'est bien d'embaucher cette personne. Mais au point de vue organisationnel, moi, ce qui m'a fasciné au départ, en fait, c'est la mutation et l'évolution qu'on pouvait avoir dans le management, notamment chez les avocats, où on est quelquefois un petit peu rugueux. On est obligé de développer une bienveillance, des talents de management pour lesquels on n'a pas toujours été formé. Est-ce que c'est plus facile à l'intérieur de l'entreprise? Plus facile, je n'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a une posture à adopter, puisque en fait, on a quelqu'un... Nous, on est une trentaine et j'en ai 3 dans l'équipe. Et donc, on a des postures à adopter en fonction du handicap de la personne que l'on a en face de nous. Toi, tu es à 10%, tu es bien au-dessus des 6%. Sur le juridique, oui. Voilà, comme chez vous, juriste. Et effectivement, mais je dirais que ça donne du sens à l'équipe parce que, en fait, quand on arrive, ça nous oblige au départ de se dire attends, il est là, il faut que je fasse un peu attention. Et en fait, on fait attention aux autres. Et je trouve que rien que ce côté-là de dire j'arrive en salle de réunion, je fais attention à la personne qui est là, je trouve que c'est déjà tip-top. Ça crée en plus une ambiance. Il y en a une qui est malentendante. Ouais. Donc ça nous oblige, en ce qui me concerne, parler moins vite. Éviter de mettre ses mains devant la bouche quand on parle, parce qu'en fait, on pense à l'autre en se disant mais c'est vrai qu'elle lit sur les lèvres en même temps que je parle. Donc si j'ai les mains devant ma bouche, elle ne va pas y arriver, la pauvre fille. Elle ne va pas m'entendre. Et donc, tu ne peux pas lui tourner le dos quand tu es... Et je ne peux pas lui tourner... Et, voilà. Et si je crie dans le bureau, elle n'entend pas. Donc c'est très bien, finalement. Donc c'est l'essentiel qui arrive. Donc ça crée je crois, une bonne ambiance. Il faut savoir s'adapter. Là, on le voit très bien depuis 1 an avec le télétravail. J'en ai d'autres qui ont un handicap un peu plus lourd. Mais
quand vous êtes en télétravail, est-ce que vous avez vos outils qui sont à la maison? Donc non. Donc il a fallu qu'on se dise, bon, on a mis tous les gens en télétravail, mais il faut qu'on qu'on mette leurs outils chez eux pour pouvoir faire le dit travail. Et puis, on s'adapte avec nos masques. Alors là, c'était la grande réflexion d'Adéco, ça m'a fait beaucoup rire. Tu as une fille chez toi qui est malentendante, on va lui donner un masque qui est avec un plexiglas. Je dis oui, c'est pas ça, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut que vous nous en donniez 30 avec un plexiglas. C'est pas elle qui doit l'avoir avec un plexiglas. Mais je dis ça, c'est pour le joke. Enfin, c'est pas pour le joke, mais c'est pour montrer que finalement, on ne le prend pas dans le bon sens. Au lieu de lui dire c'est pour elle, non, c'est pour nous. En fait, c'est à nous de nous adapter à ce genre de choses parce qu'on ne peut pas travailler autrement. Et donc, en fait, c'est à l'entreprise de s'adapter. Est-ce que cet intérêt pour les grandes organisations de développement de l'agilité, que moi je trouve est fascinant, est aussi quelque chose qui motive chez Microsoft? Oui, ça va avec l'autonomie en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, alors nous, la bienveillance, c'est aussi dans le programme des managers. Hein, donc, de toute manière, quelle que soit la personne, en fait, ce qui est important, c'est la diversité des profils. C'est pas si quelqu'un est en situation de handicap ou pas. Donc, de toute manière, on a une notion de bienveillance qui est dans l'ADN et qui doit être appliquée. Bienveillance ne voulant pas dire bisounours, hein, entendons-nous bien. Mais ça veut dire, voilà, faire quand même des points d'un réguliers pour voir si la personne va bien et si elle a les outils. Et c'est là où je rejoins complètement. Si elle a les outils qui lui permettent de fonctionner correctement. Sur l'évolution, parce que Stéphane, je comprends que votre question, c'est sur l'évolution, sur Oui, avant de passer aux questions de la salle, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on se mette en perspective. On a vu le travail qu'il y avait à faire, mais quelles sont les recommandations, la manière dont vous voyez, soit à l'intérieur de vos organisations, soit au sein des directeurs juridiques avec lesquels vous échangez les uns les autres en tant que recruteur ou en tant que père. Comment est-ce que vous voyez évoluer les choses? Et puis on donnera aussi un petit mot sur l'évolution chez les avocats, bien sûr. Alors de mon côté, nous, on finance un programme qui s'appelle AI for Accessibility, intelligence artificielle pour l'accessibilité. 25 millions de dollars en 5 ans, sur lequel on a différents projets qui sont sortis, mais dont une application que je trouve géniale qui s'appelle Seeing AI, donc voir l'intelligence artificielle qui scanne l'entourage des personnes malvoyantes. Un menu au restaurant, donc qui lui dicte le menu, donc ça permet quand même plus facilement de communiquer avec un environnement extérieur, qui a été développé en interne par un ingénieur malvoyant. On a une école IA dans Microsoft qui va intégrer cette année 15 apprenants qui sont autistes, donc ce qu'on appelle des intelligences différentes, donc qui vont être apprenants sur l'algorithme d'intelligence artificielle. Donc il y a tous ces programmes-là qui sont lancés, qui vont aboutir. Et puis je rêve, moi, d'un algorithme qui puisse nous faire communiquer avec une machine, en fait, ce qu'on appelle, nous, dans la technologie, l'interface homme-machine, finalement, que la machine nous réponde aussi naturellement que la manière dont on se parle là. C'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap posera une question, elle aura des réponses qui seront dans un bon français ou dans un bon anglais, enfin, peu importe dans la langue, qui seront intelligibles, qui seront efficaces, parce que les algorithmes progressent tous les jours et que les erreurs qu'on a aujourd'hui dans les traductions simultanées, on les aura plus bientôt. Et là, ça va devenir très intéressant pour outiller les gens, les équiper, leur permettre de vivre correctement. Alors, on a fait un essai real life avec Teams hier, et avant les vacances, on avait commencé à déflorer le sujet et parler communication, et on avait invité une jeune Coréenne qui est un petit peu à l'origine de ce programme. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été heurté par le handicap. Et pour l'anglais, ça marchait super bien. Pour le coréen, c'est un peu plus dur. Mais le coréen, même sur Facebook, c'est compliqué. Et là, on a fait en fait l'essai à la fois anglais et français, et ça fait des progrès pendant les vacances, c'est totalement incroyable. Et ce qui est remarquable, c'est comment ce qui est fait pour des personnes en situation de handicap va servir aux valides, puisque ça vous permet de faire des visios avec l'ensemble du monde. Et juste un point, est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi on pouvait flouter l'arrière-plan ou mettre une photo sur Teams? Ah non, ça, c'est lié au handicap. En fait, c'est une ingénieure indienne chez Microsoft qui a inventé cette application-là dans Teams, parce qu'elle était malentendante, elle lit sur les lèvres. Et donc, quand elle avait ses parents en vidéoconférence, les lumières d'arrière-plan lui cachaient les lèvres de ses parents, il y avait des reflets. Et donc, elle a inventé cette appli qu'on a intégrée dans le produit. Alors, je pensais que c'était pour préserver l'intimité, les fautes de goût et de décoration. Vous voyez ? Pas que. Bon, on reprendra l'histoire. Émar, de votre côté, même analyse au niveau national, en fait, des directions juridiques. On sait que ce sont des organisations qui, quelquefois, sont sous-staffées, avec des agendas qui sont de plus en plus importants. Comment est-ce qu'on peut les convaincre demain d'avoir plus recours à des jeunes en situation de handicap et des moins jeunes ?
Je pense que, comme on se disait, c'est un travail de longue haleine, donc il faut faire de la pub, il faut en parler, il faut échanger ce qu'on fait aujourd'hui en disant bah, écoutez, allez-y parce que c'est bien et c'est utile et c'est, je dirais, très bénéfique. Je ferai un point peut-être sur la formation pour les avocats et pour les juristes d'entreprise, pousser quand même la formation sur les personnes en situation de handicap parce qu'on se rend compte quand même que quand on parle de situation de handicap, on a des gens qui sont handicapés de naissance. Il y a quand même tous les accidents de la vie qui existent. Dans le scope de l'intérim, ce qu'on voit, c'est que c'est très souvent des gens qui étaient manutentionnaires ou autres, accidents du travail, il y en a quand même énormément. Et donc là, en fait, on est en face après d'un mur parce qu'il faut réapprendre à travailler, il faut réapprendre à se former. Et, entre guillemets, d'école blanche, on en trouve pas beaucoup. Donc ça, on peut déjà se dire, au niveau des universités, on peut faire quelque chose. Et l'école bleue, on en trouve. Mais après, une fois qu'ils sont en situation de handicap, comment fait-on pour les faire avancer ? Et donc, chez ADECO, il y a eu toute une branche de la formation des personnes qui sont en situation de handicap qui était mise en place. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien, et en tant que recruteur, vous le voyez sûrement, il y a des offres, il y a des demandes, mais on n'arrive pas à matcher, puisqu'en fait, il y a plein d'entreprises qui cherchent des collaborateurs et on ne trouve pas. On trouve parce qu'ils n'ont pas la bonne formation. Donc moi, j'axerai ça aussi là-dessus, sur la formation. Alors, il y a la formation et l'identification. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans Droit comme H, on a une chance incroyable. C'est qu'on a plus d'offres de stage que de jeunes que l'on peut proposer. Donc, ça veut dire, j'espère qu'on aura plein de nouvelles candidatures et on est en phase de recrutement actuellement. Ça veut dire que les entreprises sont demandeuses. Qu'elles sont demandeuses de CV qui sont du même niveau que les autres. Hein, donc, notamment, il faut parler anglais. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais dans les analyses que l'on a faites, on a l'impression que passer la deuxième, troisième année, sauf si vous avez des parents qui poussent énormément et un milieu social qui vous accompagne, ça a l'air d'être assez compliqué d'arriver à continuer. Et c'est pour ça que nous, on travaille à partir de la troisième année. Et là, il faut que les entreprises nous aident un peu en prenant des gens plus jeunes en stage. Et ce qu'a fait Sarah chez Théréo, c'était avec une L3. Elle a été très contente et ça a très bien marché. Donc cet aspect formation, oui, c'est un élément important. Il y a l'aspect révélation. Est-ce que vous avez d'autres éléments de recommandation pour demain, avant de passer aux questions de la salle ? Non, je dirais le partage. Le partage et la communication, et dire que c'est pas un souci. Et ça peut très bien fonctionner si on s'y met tous. Et que il faut être très modeste, vraiment sur la façon dont chaque entreprise travaille là-dessus. Mais on peut témoigner en disant ben, ça fonctionne et allons-y. Même analyse de votre côté, Mathieu ? Complètement, je vous rejoins complètement, donc j'ai pas beaucoup de choses à ajouter là-dessus. On progresse. On est en retard par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus contraignants que nous encore. On en parlait, Stéphane, des pays qui peuvent faire fermer l'entreprise dans la journée s'il n'y a pas la rampe d'accès pour un fauteuil dans une entreprise. Je pense à la Grande-Bretagne. Si on en arrive là en France par la méthode douce, donc la formation, l'information, et par la méthode un peu plus contrainte, on aura tout gagné. Alors, avant de faire notre lettre au Père Noël et d'avoir notre idée pour demain, est-ce que nous avons des questions dans la salle ? Toujours, la première question est toujours compliquée. On passe à la deuxième. Merci, monsieur. Alors, je vais vous prêter mon micro. Je ne suis pas positif. Hello, my name is Mohamed Mustaksa. I'm just wondering if the AI will be on our side or in the other side of the human. This is just my question. Like, in the long term. Merci beaucoup. Alors, une question un peu pour Microsoft. Toujours les rapports intelligence artificielle, homme-machine. Est-ce que l'intelligence artificielle restera à l'extérieur de l'homme ou est-ce qu'on va, d'une manière ou d'une autre, l'inoculer, la mettre à l'intérieur ? J'ai correctement traduit ? C'est tout bon ? Merci pour cette question. On ne travaille pas du tout sur des programmes pour la mettre à l'intérieur de l'homme. On travaille surtout à des garde-fous pour que l'humain soit toujours au contrôle de l'intelligence artificielle. D'abord parce qu'elle nous sert à nous, humains, donc c'est du bon sens pur. Et surtout, il faut pouvoir la contrôler, la débrancher, hein, on va parler comme ça, si l'intelligence artificielle déraille. Voilà. Donc si on le prend sous cet aspect-là, l'IA va toujours être au service de l'homme. En tout cas, c'est évidemment des valeurs que l'on porte. Et puis il commence à y avoir toute une réflexion sur l'éthique des algorithmes qui est importante.
Je vois hélas l'heure tourner, sauf s'il y a une autre question dans la salle. On est tout bon. S'il y avait une recommandation, un rêve pour demain, qu'est-ce que vous apporteriez comme recommandation? Qu'est-ce que vous feriez comme rêve? Après tout, Noël, c'est bientôt. On aura envie de vous faire beaux cadeaux. Qu'est-ce que vous pourriez proposer? On commence ou on finit par... On finit. Allez-y, je vous laisse. Alors, messieurs. Moi, c'est peut-être un peu général. C'est d'avoir des leaders qui soient eux-mêmes en situation de handicap et qui soient arrivés à vraiment en haut à l'acmé de leur parcours et qui soient finalement des rôles modèles pour l'ensemble et je pense à des juristes, mais des directeurs juridiques qui sont dans cette situation et qui vraiment montrent un exemple et montrent que le handicap n'est absolument pas un handicap. Donc se saisir du problème, travailler, parce que ça s'apprend, hein, ça s'apprivoise, si je comprends bien, donner des instructions pour être handicap-friendly dans son recrutement, et puis mettre d'abord de la bienveillance dans son management pour ensuite la tester avec des personnes en situation de handicap, plutôt que de se dire je vais prendre des personnes en situation de handicap pour devenir bienveillant. Aymar, de votre côté? Je vais peut-être vous renvoyer la balle en se disant le rêve, je trouve qu'on a les racines qu'il faut, donc il faut qu'on continue dans les entreprises à travailler comme on le fait à l'heure actuelle. Chez nos amis avocats, j'aimerais bien en voir en face de nous qui viennent nous voir en disant j'ai une certaine expertise et je suis en situation de handicap parce que voilà, moi ça fait 25 ans maintenant que je fais du droit dans des boîtes internationales. Je n'ai pas souvenir que j'ai eu énormément de cabinets d'avocats qui soient venus me voir ou travailler avec des collaborateurs de cabinets d'avocats qui étaient en situation de handicap. On le fait bien en entreprise, donc... Alors je vais vous faire un scoop et j'espère que j'oublierai personne. Dans les membres de Droit comme H à date, vous avez historiquement PDGB Avocat, donc un cabinet français, petit cabinet qui est engagé depuis le départ et qui nous a accompagnés sur le premier concours Tous en robe. Vous avez Alain Ovry et Linklaters qui nous ont rejoints cette année. Et puis vous avez le cabinet de Gaulle Florence et il y en a plein d'autres qui sont en discussion avec nous. Et on essaie de faire la chose suivante, c'est de demander toujours des stages et des engagements pour être sûr que demain vous ayez en face de vous des gens en situation de handicap. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui vous en avez en face de vous et vous ne le savez pas forcément. Et vous avez un exemple sur le plateau. Donc c'est vrai, est-ce que vous nous dites il faut afficher? Quand on a fait l'enquête l'année dernière sur l'observatoire du handicap dans les professions d'avocats, on a demandé est-ce que vos clients vous mettent dans une seringue, hein, parce que c'est le cas de la RSE, vous avez, comme la sécurité informatique chez Microsoft, vous avez plein de choses à remplir pour dire que vous êtes compliant. Et on a demandé en fait s'ils posaient la question sur le handicap. Et en fait, ils nous ont dit non, on ne pose pas la question, et d'ailleurs nos services achats non plus. Mais comme on a posé la question, et puis comme on vous en parle, et vous représentez deux associations, j'ai peur que demain, on nous la pose. Oui, mais moi je vous dirais, en service achat, pourquoi ne pas le mettre? Enfin, est-ce que c'est bien ou pas bien? Je ne me permettrai pas de juger. D'un autre côté, si on le met, ça peut fonctionner. Donc, on ne va pas choisir quelqu'un parce qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. Moi, je l'afficherai, puis allons-y. J'aurai rien. Hein. Moi, je ne peux que vous encourager sur ce chemin et à nous de nous adapter. Et la profession, au départ de l'aventure, hein, il y a le barreau des Hauts-de-Seine et le bâtonnier Morel. Et je pense que c'est fort de symbole. C'est-à-dire qu'on est prêt à s'y mettre. Et après, ce qu'il faut, c'est que ça descende quand institutionnellement on est engagé. Après, il faut que chacun prenne son bateau de pèlerin. Mais on va le faire sans problème si vous nous y encouragez. Marie, votre rêve pour demain? Alors, Stéphane, tu parlais de Noël. Ok, moi, Noël, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque une boule de neige. Donc moi, mon rêve, si tu en es là, c'est qu'on fasse un effet boule de neige sur cette histoire de handicap. Là, tu es en train de prévendre le 2 novembre. Tu me connais. Au bâtonnat, le 19 novembre, ensemble sur les résultats de l'enquête direction juridique et handicap. Oui, et puis soyons ambitieux. C'est-à-dire qu'effectivement, le problème du handicap, ça peut tous nous toucher. Donc, en fait, dédramatisons les choses. Donc, pour moi, l'effet boule de neige, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, que chacun mette un petit coup, en fait, parce que c'est pas quelque chose qui va bouger comme ça du jour au lendemain. Donc, si on veut être ambitieux, c'est que déjà toutes les personnes qui sont dans la salle, toutes les personnes qui vont nous écouter, chacun se prenne ce petit sujet sous le bras, aille voir sa RH, aille voir son DG, aille voir son directeur juridique, aille voir qui il veut,
mais qu'on communique. Et plus on va communiquer, plus on va faire avancer un petit peu le sujet, plus ça va être dédramatisé, plus ça va devenir naturel en fait. Donc voilà, donc moi mon rêve c'est un effet boule de neige. Alors, Voilà. exemple illustrant tout cela, on a mis en place cette année des H ambassadeurs, Ouais. donc des étudiants ou des élèves avocats qui acceptent dans les différents établissements où ils sont de nous aider à détecter des talents en situation de handicap. Après, ils en parlent ou ils n'en parlent pas. C'est le cas de nos amis de la Lysias Nanterre. Mais on a une jeune femme qui est partie à Rennes, qui est au DJCE de Rennes, qui est partie toute seule. Et en fait, hier, elle m'a envoyé un petit mail. Elle m'a dit, je sais que vous avez un truc demain, vous pouvez annoncer, maintenant on est 5. Et dans les SEC, elle ne m'a pas dit qui était valide, qui était RQTH et tout, mais en tout cas, ils sont déjà 5 et elle est là que depuis un mois. Donc ça veut dire que ça intéresse et que ça interpelle aussi. Et je suis sûr que le bâtonnier de Rennes fera un accueil très favorable. Alors vous êtes la Benjamine, vous êtes l'avocate, vous avez le droit de la conclusion. Le Père Noël, je suis sûr que vous y croyez encore. Oui, tout à fait. Écoutez, moi, en tant qu'avocate, bien évidemment, moi, ce qui serait super, je pense, au niveau du handicap, c'est que la profession des avocats s'y intéresse un peu plus et que ce soit quelque chose qui devienne commun et normal et que notamment, éventuellement, on puisse faire évoluer les choses avec ce statut de travailleur indépendant handicapé qui pourrait du moins permettre déjà à la profession d'évoluer en ce sens. Voilà, on avait déjà bougé le CNB et les candidats au bâtonnat de Paris il y a quelques années sur la question de l'adaptation des épreuves de l'examen d'entrée aux écoles d'avocats, le CRFPA. Ça a évolué. Après, on n'a pas équipé forcément les IEJ avec ce qu'il fallait. Mais en tout cas, là, on est en train de faire la même chose avec le CNB. Est-ce que vous me permettez, puisque M. le bâtonnier élu est avec nous, de venir sur scène nous rejoindre et un petit mot de conclusion sur l'engagement du barreau des Hauts-de-Seine auprès de nous, et bien sûr sans masque, ou est-ce que vous préférez que je vous apporte le micro et que vous le fassiez en voix off, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant? Non, j'étais là comme observateur. Non, venez, vous êtes trop modeste. Et rejoignez nos amis. Voilà. J'ai J'ai beaucoup appris. Il faut être là parce que sinon on ne vous voit pas sur la caméra. Alors j'ai beaucoup appris. Je ne vous connaissais pas. Je ne savais pas que Serge Montesquieu était aussi impliqué là-dedans. Écoutez, à conclusion, merci à Stéphane qui est toujours très novateur et très mobile sur tous ces sujets. Vincent Morel, donc le bâtonnier actuel, m'a laissé un beau sujet. On va essayer de transformer un essai sur ce sujet. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Et Merci. on espère, merci pour votre micro. Et on espère vous retrouver très bientôt. Donc vous avez compris, le 2 novembre, ce sera pour nous en direct de la Maison du Barreau à Paris, avec le bâtonnier des Hauts-de-Seine, normalement, qui sera avec nous et qui co-animera le débat avec le bâtonnier de Paris. Donc ce sera très sympa. Ce sera en direct pour nous, mais ce sera en webinar pour vous. Donc vous n'avez pas d'excuses. Et le 19 novembre, ce sera pareil. Ce sera avec le Cercle Montesquieu et la FJE. Et là, on présentera les résultats de la première enquête faite auprès des directions juridiques sur l'adaptabilité et l'inclusion. Merci à vous. Merci Alexia. Merci Marie. Merci Aymar. Merci Mathieu. Et merci Monsieur le bâtonnier. Et on les applaudit très fort. À bientôt.